Dans ta quête créative, tu vis mille émotions, passion, réflexion, motivation, démotivation. Pas de panique, tout est connecté. Everything is connected. Écoute Sens Créatif. Et démarre du bon pied. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les chemins de la créativité. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes convaincus que nous transportons toutes et tous un trésor enfui dans notre baluchon. Sens Créatif, c'est un appel à l'aventure qui vient questionner nos certitudes, serpenter entre nos doutes et danser avec nos peurs dans les méandres de la créativité. Une quête initiatique qui nous rappelle qu'au milieu du chaos, il y a toujours une opportunité à saisir, une nouvelle stratégie à transcender pour atteindre le sommet de la montagne, aller plus loin encore, se réinventer et recommencer. Pour nous aider à développer Sens Créatif, soutenez-nous sur Patreon. Cela vous donnera accès à notre communauté sur Discord, à des mentorings collectifs et à des tas d'autres bonus comme le SideQuest podcast et les lives des Keepers of the Keys pour vous permettre d'avancer dans votre carrière d'artiste freelance. Nous soutenir, c'est contribuer à faire de Sens Créatif un podcast indépendant et une ressource incontournable pour tous les aventuriers et les aventurières de la créativité. Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sens Créatif. Aujourd'hui, j'ai un petit aparté important à vous partager avant de plonger dans le sujet du jour. Parce que franchement, ça aurait été criminel de ne pas en parler. Anouk Ricard a remporté le Grand Prix du Festival d'Angoulême. Anouk Ricard qui nous régale inlassablement d'album en album avec son humour absurde et ses personnages plus barrés que nature. Tous les soirs, à la maison, on doit faire la lecture de Princesse Caca et de Coco Bagarre à notre petite Billy avant qu'elle s'endorme. Quand c'est passé de là, c'est encore un autre livre illustré par Anouk Ricard qu'elle réclame. Et nous les parents, on le trouve quand le temps d'aller relire Ducky Coco, Plan Plan Cucu et Animan ? Merci Anouk et bravo. Rappelez-vous, dans l'épisode 104, avec Jérémy, nous avions eu l'occasion d'interviewer Étienne Chaise, son génial co-auteur, sur le phénoménal ovni qui est Boule de Feu. À ce moment-là, on n'imaginait pas encore qu'elle allait décrocher la martingale. Mais soyons opportunistes, on aurait dû s'en douter. And now for something completely different. Dans l'épisode précédent, intitulé « Soyez égoïste », nous avons exploré la portée de notre propre écho. Cette voix qui, quand elle est assumée, a le pouvoir de toucher le cœur des autres. Mais si cet écho résonne en dehors de nous, qu'en est-il des innombrables échos extérieurs qui nous traversent, nous façonnent et parfois même nous obsèdent ? Que ce soit un mentor, une amie, une figure emblématique, qu'il s'agisse d'artistes ou d'auteurs qui nous inspirent, nos modèles laissent une empreinte bien plus profonde qu'on ne veut bien se l'avouer. Mais au fond, qui regarde qui ? J'ai envie de poser ça ici et de voir où cette réflexion va nous mener. Quand on admire quelqu'un, qu'est-ce qu'on regarde vraiment à travers lui ou elle, si ce n'est notre propre reflet ? Flashback. Nous sommes au tout début des années 90 et mon papa, déjà féru d'informatique, ramène un jour à la maison une étrange machine revêtue d'une carcasse en plastique beige composée d'un moniteur et d'un énorme clavier. Un Commodore Amiga 500, un ordinateur domestique censé lui servir à faire de la bureautique. Vous voyez venir l'adolescent geek passionné de jeux vidéo ? Yes, à moi les shoot'em up et les RPG en point and click. Mais très vite, j'ai compris que ce n'était pas juste une machine à jouer ou à faire de la compta. C'était une porte dimensionnelle vers un autre monde, celui de la créativité. Avec cette machine révolutionnaire, bien que bourrée de contraintes techniques, on pouvait enfin composer de la musique à la maison sans forcément connaître le solfège. Assembler de petits pixels pour créer des images incroyables et même les coder pour les animer. Tout ça avec des outils qui, aujourd'hui, 30 ans plus tard, font partie de notre quotidien. Mais au-delà des prouesses techniques des logiciels, ce qui m'a vraiment marqué, ce sont les êtres humains qui, derrière, créaient avec. Je me suis passionné pour la démoscène de l'époque, ces codeurs artistes anglais, norvégiens ou encore finlandais, de parfaits inconnus affublés de pseudonymes cyberpunk qui repoussaient les limites et le potentiel créatif de la machine. Je regardais inlassablement ces démos enregistrées sur des disquettes qu'on s'échangeait entre connaisseurs, faites d'animations codées, d'images en pixel art et de musique chiptune, et je me disais « Bazinga, je veux faire ça moi aussi !» Je ne réalisais pas encore que ces geeks artistes n'étaient pas juste des génies mystérieux et intouchables. Ils étaient, en définitive,
le reflet de ce que je voulais être, moi, l'adolescent en construction. Une projection d'un potentiel que je n'avais pas encore conscience d'explorer. Alors, l'inspiration, c'est peut-être ça. Une fenêtre qui serait en réalité un miroir. On pense souvent que l'admiration est un mouvement unidirectionnel. On regarde un modèle et on essaye d'apprendre de lui ou d'elle. Mais ce que l'on admire nous renvoie une image bien plus intime de nous-mêmes. Nos modèles sont des fragments de ce que nous aspirons à devenir. Ce n'est pas seulement vrai pour les idoles lointaines. Ce peut être un ou une mentor ou professeur, un proche, une amie ou un collègue. Ces personnes qui parfois, sans le savoir, ouvrent un chemin en nous, mettent en lumière des aspects de notre propre créativité qu'on ne voyait pas encore. Certaines figures fictionnelles peuvent également agir comme un phare au cours de notre voyage. Dans la série Twin Peaks, le personnage Oracle de la femme à la bûche, interprété par la regrettée Catherine Coulson, et qui introduisait chaque épisode sous forme de petits monologues cryptiques, a profondément marqué mon monde intérieur. Qu'est-ce que cela dit de moi ? Je la cite. Sometimes we want to hide from ourselves. We do not want to be us. It is too difficult to be us. Yes, it is a dilemma. Is there an answer? Of course there is. As a wise person said with a smile, the answer is within the question. Si nous nous cachons à nous-mêmes, alors est-ce que notre reflet peut nous révéler un peu mieux qui nous sommes ? Dans cet épisode, nous allons explorer 3 points de vue. D'abord, pourquoi nous avons besoin de chercher des modèles et comment cela peut parfois nous égarer. Ensuite, nous allons plonger ensemble dans l'idée que ces inspirations sont en réalité des projections de nous-mêmes. Et enfin, nous verrons comment nous affranchir de ces influences, tracer les contours de notre propre reflet, de notre propre voix. Alors, êtes-vous prêts à regarder au-delà du miroir ? La création ne vient pas du néant, elle vient du chaos. Il y a toujours autour de nous des figures qui nous inspirent, qui nous montrent une voie possible. Parfois, ce sont des artistes qu'on admire de loin, des icônes inaccessibles. Parfois, ce sont des proches, des amis, des profs, des collègues, des mentors. On se nourrit de ce qu'ils font, de ce qu'ils dégagent. On les observe, on les écoute, on absorbe leur écho. On veut comprendre leur façon de penser, leur discipline, leur vision. Et souvent, quand on débute, on a cette croyance. Si j'apprends à faire comme lui ou comme elle, alors je trouverai mon chemin. On cherche à adopter leur méthode, à épouser leur regard sur le monde. Parce que dans l'inspiration, il y a une forme de transfert. On projette sur eux ou elles ce qu'on aimerait voir en nous. Il y a aussi un effet rassurant dans le fait d'avoir un modèle. On se dit que si quelqu'un d'autre l'a fait avant nous, c'est pour nous la porte d'entrée du chemin des possibles. On s'accroche à leur trajectoire comme on suivrait une carte, persuadé qu'on va éviter des détours inutiles. On a besoin de repères, d'une direction. Mais est-ce que suivre un itinéraire déjà tracé est vraiment la meilleure manière de découvrir son propre territoire ? En effet, là où ça peut devenir piégeux, c'est quand on se met à croire que notre modèle détient la vérité, la bonne manière de faire. On idéalise, on oublie qu'ils sont, eux et elles aussi, en mouvement. Que leurs choix, leur discipline, leurs références ne sont pas des règles gravées dans le marbre, simplement des solutions qu'ils ou elles ont trouvées pour eux-mêmes. Surtout, on ne voit pas ce qui se trame en coulisses. On ne voit pas leurs doutes, leurs essais ratés, leurs phases de stagnation. On les imagine toujours en contrôle, alors qu'en vrai, ils avancent eux aussi à tâtons dans le fog créatif, comme tout le monde. Quand on admire une figure créative, on a tendance à ne voir que le produit fini. L'œuvre maîtrisée, la posture assumée, l'assurance apparente. Pourtant, il y a un paradoxe ici. On idéalise une personne qui, elle-même, a sûrement passé des années à chercher son propre équilibre, à s'affranchir de ses propres mentors et modèles. Mais comme on la découvre une fois qu'elle a trouvé sa cohérence, on a tendance à croire qu'elle a toujours été comme ça. C'est une illusion d'optique. Mais ça, on ne le voit pas. Ce flou, ces tâtonnements, ces échecs, ces remises en question restent invisibles. Et il est là le piège, de nous comparer à ce que ces personnes super créatives sont devenues, et pas ce qu'elles ont vécu quand elles étaient à notre stade. On mesure le point de départ de notre recherche avec leur aboutissement.
On voit des artistes hyper productifs qui enchaînent les créations comme s'ils avaient trouvé la formule magique. Mais on ne voit pas ce qui est resté hors champ. On ne voit pas ce qui a échoué, ce qui a pris du temps, ce qui a nécessité des détours. Avec ces parcelles d'informations qu'on a réussi à glaner, on essaye de les imiter. On adopte leurs rituels, leurs habitudes. Et parfois ça marche, cela nous structure. Mais d'autres fois, cela nous enferme. On finit par ne plus savoir où il et elle s'arrêtent et où nous commençons vraiment. C'est peut-être un paradoxe ici. Plus on cherche à ressembler à un modèle, plus on risque d'ignorer ce qui nous rend unique. Dans l'épisode 82 de Sens Créatif, nous avons eu le plaisir d'interviewer Aurore Petit et Jean-Marc Matisse pour discuter de l'art de raconter des histoires aux enfants. Si vous l'avez écouté, vous savez que cet épisode compte beaucoup pour moi et que Jean-Marc a une façon bien à lui de tracer sa route. J'ai fait la connaissance de Jean-Marc quand j'étais encore étudiant aux Beaux-Arts à Nancy. Il était déjà illustrateur depuis près de 10 ans, sorti lui aussi des Beaux-Arts, et je connaissais évidemment son travail dont j'étais très fan. Il m'a ouvert la porte de son atelier, m'a partagé son expérience, je lui ai posé des montagnes de questions et nous sommes devenus amis. Jean-Marc avait alors cette discipline qui me fascinait, une capacité à créer seul dans son coin sans attendre que l'inspiration lui tombe du ciel. Des rituels conscientisés mais jamais rigides, une façon unique de structurer ses idées et surtout des références qui me parlaient profondément comme notre passion commune pour les western spaghetti et la musique électro. Il était pour moi la preuve vivante qu'on pouvait transformer une obsession en métier et que ce n'était pas juste une lubie. Je pense que ma perception s'est éclairée à ce moment-là. Ce n'était pas uniquement son talent de créateur que j'admirais, c'était la possibilité que cela représentait. Voir quelqu'un faire ce que j'aspirais à faire me montrait la route, le chemin devenait tout à coup accessible pour peu que je prenne la décision d'y aller. Mais le plus précieux, c'est qu'il m'a laissé entrer sans barrière dans son univers, qu'il m'a partagé ses réflexions, ses doutes, ses blocages et ses casseroles. Il ne s'est jamais positionné en mentor, mais aujourd'hui, avec du recul, je ne peux m'empêcher de penser qu'il a été comme un senpai. Pas parce qu'il m'a montré quoi faire, mais parce qu'il m'a aidé à comprendre comment chercher. Certes, j'idéalise sûrement beaucoup Jean-Marc, et il me l'a déjà astucieusement fait remarquer. Mais j'assume ma connerie car elle est à la hauteur de l'inspiration et du soutien qu'il m'a donné. Et c'est là toute la différence entre un modèle et un moule. Un vrai modèle n'est pas quelqu'un que l'on copie, c'est quelqu'un qui nous donne l'élan de tracer notre propre route. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un modèle nous marque autant ? Est-ce parce qu'il est hors d'atteinte ou au contraire parce qu'il nous renvoie quelque chose de nous-mêmes qu'on ne voit pas encore ? Dans son best-seller intitulé Still Like an Artist, Austin Kleon nous explique que nous sommes un mash-up de ce que nous choisissons de laisser entrer dans nos vies. En réalité, nos modèles ne sont pas juste des figures extérieures, ils sont des morceaux que nous assemblons, des fragments d'inspiration que nous intégrons à notre propre histoire. Mais à quel moment arrête-t-on de les suivre pour commencer à tracer sa propre ligne ? Parce qu'en réalité, quand on admire quelqu'un, on est souvent en train de regarder dans un miroir déformant. Pourquoi admire-t-on quelqu'un ? Parce que il ou elle nous ouvre la voie, parce que il ou elle nous impressionne, parce que il ou elle nous dépasse. Ok. Mais aussi, et avant tout, parce que il ou elle nous ressemble plus qu'on ne le pense. Ce que l'on admire chez un modèle, ce sont souvent des qualités que l'on possède déjà en nous, mais qu'on n'ose pas encore incarner. C'est là que ça devient intéressant. Et si l'admiration n'était pas qu'un regard vers l'extérieur, mais aussi une façon détournée d'entrevoir ce que nous portons en nous sans le savoir. C'est un phénomène en psychologie analytique que Carl Jung a théorisé sous le nom de projection. Nous voyons chez les autres des fragments de nous-mêmes que nous avons du mal à reconnaître. Parfois, on envie leur audace, leur liberté, leur créativité, alors qu'en réalité, ce qu'ils font nous parle autant parce que nous avons déjà en nous cette même fibre qui cherche juste l'occasion d'émerger. Quand on admire quelqu'un, on croit regarder une figure extérieure. Mais qui regarde qui, au fond ? Est-ce vraiment elle ou lui que nous observons ou un reflet d'une version de nous-mêmes que nous n'avons pas encore assumée ? Nos modèles ne nous montrent pas seulement ce que nous sommes. Ils nous ouvrent aussi des mondes que nous n'aurions peut-être jamais explorés seuls. Ils sont des portes vers d'autres façons de penser, d'autres façons de créer, d'autres manières d'être. Quand on tombe amoureux d'un univers artistique, d'un film, d'un jeu, d'un style musical, est-ce parce qu'on l'aime tel quel ou parce qu'il résonne avec quelque chose de déjà présent, déjà enfui en nous ? Pensez aux artistes, aux créateurs, aux penseurs qui vous fascinent.
n'est-ce pas souvent parce qu'il ou elle incarne une facette de votre propre sensibilité que vous n'avez pas encore explorée ? Parce qu'il ou elle articule quelque chose que vous sentez au fond de vous sans encore savoir comment le formuler. C'est précisément ce qui m'est arrivé au milieu des années 2000. Et oui, j'adore les flashbacks. À cette époque, j'avais déjà bien développé mon univers en pixel art, mais une force mystérieuse me titillait. Je ressentais le besoin de reprendre le chemin de mon exploration musicale par le prisme de la chiptune, cette musique 8 bits super lo-fi. Un retour aux sources, une réminiscence de mon adolescence passée à admirer la démoscène sur Amiga. Mais, syndrome de l'imposteur me voilà, je dois bien vous avouer que je ne me considérais pas du tout comme un musicien, juste comme un bricoleur sonore, un bidouilleur de petits bips. Je voulais expérimenter sans prétention, mais expérimenter à fond. Alors j'ai eu besoin de trouver une tribu. Et heureusement pour moi, il y avait MySpace, le réseau social le plus cool de l'époque. En explorant les pages d'artistes électro underground comme Solvent ou Power Glove, mes oreilles sont tombées sur l'un des innombrables projets de Danny Wolfers, alias Legovelt, un producteur et DJ néerlandais protéiforme, originaire de La Haye et qui est considéré aujourd'hui comme l'un des grands masters du genre. Je dois vous dire que j'ai fait 2 découvertes en examinant son profil. La première est qu'on avait exactement le même âge. Represent 1976. Ensuite, il y a eu cette autre découverte qui m'a retourné le cerveau. Lui aussi avait commencé son exploration créative en 1990 sur Amiga. What the f... Son parcours et le mien avaient suivi une ligne créativo-temporelle étrangement connectée. Son univers était incroyablement geek et étrange, totalement décomplexé, à 1000 lieues des standards de la musique électro mainstream. Il revisitait la techno de Détroit et tout un tas de sous-genres électro-house avec une approche brute, spontanée, mélodique, narrative même, donnant la part belle au synthé lo-fi et à un rendu sonore volontairement dégradé, mais toujours d'une émotivité assumée. J'étais tombé dans le terrier du lapin blanc. Alors j'ai cherché à écouter absolument tout ce qu'il produisait. Je voulais comprendre cette manière qu'il avait de créer sans barrière, sans retenue. Puis au fil des années, il a commencé à coder un jeu, dessiner, peindre, créer son propre label, concevoir le packaging de ses cassettes audio, se produire en ciné-concert et même se lancer dans l'autoproduction d'un long métrage d'animation tout seul. Il était partout où la créativité le poussait, dans toutes les disciplines avec la même énergie. Ouverture de la boîte de Pandore. Si lui s'était mis à devenir de façon autodidacte un artiste visuel, alors pourquoi moi, je ne pourrais pas devenir producteur de musique ? C'était comme si le mur invisible qui séparait mes disciplines créatives s'effondrait d'un coup. Danny Wolfers semble ne s'être jamais posé la question de savoir s'il était légitime à passer d'un médium à un autre. Il a répondu à chaque appel à l'aventure, tout simplement, en changeant d'alter ego souvent, mais sans jamais changer sa propre nature. Et cette posture a été une transformation pour moi. C'est cette révélation qui m'a amené aujourd'hui à devenir un slasher créatif. Je ne me mets plus aucune frontière entre mes disciplines. Pixel art, musique, écriture, podcast, mentoring. Mon univers est pluridisciplinaire et tout est connecté. J'ai compris que ce que j'aimais au fond, ce n'était pas seulement créer, mais transmettre des émotions narratives, quelles qu'elles soient, et peu importe les moyens. Alors, si nos modèles sont des miroirs, comment éviter de se perdre dans leurs reflets et trouver notre propre image ? Parce qu'à trop vouloir ressembler à ce qui nous inspire, évidemment, on peut finir par s'éloigner de ce qui nous rend unique. Si l'effet miroir est puissant, il peut aussi devenir un piège. Parce qu'à force de se reconnaître dans un modèle, on peut finir par se perdre en essayant de trop lui ressembler. Alors comment fait-on pour naviguer entre l'inspiration et l'appropriation ? Comment éviter que ce reflet ne devienne une ombre qui nous suit partout ? Je vais vous proposer 3 potions de vérité. Et attention, parce que ça va piquer un peu. Potion numéro 1. Accepter qu'on commence forcément par être une photocopie. On veut toutes et tous être originaux. Faire quelque chose d'unique, du jamais vu, du jamais entendu. Mais voilà, au début, on est tous et toutes une photocopie à 50 centimes de nos modèles. Et c'est naturel. On commence toujours par les imiter. Ceux qui prétendent le contraire oublient juste de se raconter cette partie de l'histoire. Mais la vraie question, ce n'est pas comment éviter de copier, c'est plutôt combien de temps allez-vous rester coincé à imiter au lieu d'oser expérimenter. Parce que le vrai danger, ce n'est pas de commencer en copiant. C'est même encouragé. Le vrai danger, c'est de ne jamais sortir de l'état de copie. Potion numéro 2.
Tu es le maître, au moins dans sa tête. Soyons honnêtes, nos modèles, on les idéalise. On les place sur un piédestal et quelque part, on veut secrètement leur plaire. On veut qu'ils nous valident. Mais attendre une validation, c'est déjà s'enfermer. Si votre modèle voyait votre travail, qu'aimeriez-vous qu'il vous dise ? Oh, c'est bien fait. Ou plutôt qu'ils ne comprennent même pas comment vous en êtes arrivé là. Un modèle, c'est comme un guide de haute montagne, jusqu'au jour où il devient un boulet à traîner. Alors, à un moment donné, il faut oser lui dire merci et prendre un chemin de traverse. Si, après des années, votre modèle vous inspire encore exactement de la même manière, c'est que vous, ou lui, ou elle, êtes resté trop longtemps au chaud. Il est sûrement temps de quitter l'auberge et de reprendre la route vers de nouvelles aventures. Potion numéro 3, voler avec audace. Et sans permission. On entend souvent « Il faut s'inspirer avec humilité. » Mais soyons sérieux, l'art, c'est du pillage. Please don't pillage me. And I would say no. I'm pillaging everyone, you included. On vole des idées, des influences, des esthétiques, on digère, on bricole, on transforme. Ce qui compte, ce n'est pas si vous volez, c'est comment vous le faites. Dans son magnifique ouvrage The Creative Act, A Way of Being, sorti en 2023, le légendaire producteur Rick Rubin n'hésite pas à dire que les meilleurs artistes sont les meilleurs voleurs. Mais pas dans le sens de copier. Ils volent en absorbant ce qui résonne profondément en eux ou en elles et en le laissant émerger sous une forme nouvelle avec leur propre voix. Alors la vraie audace, c'est de voler en pleine lumière, s'emparer des influences, les mâcher, les tordre, jusqu'à ce qu'elles deviennent méconnaissables, jusqu'à ce que même leurs créatrices d'origine ne puissent plus les revendiquer, et arrêter de demander la permission de créer. En gros, cessons d'être polis avec notre créativité. Elle s'en fout d'être bien élevée. Ce qu'elle veut, c'est exister au-delà du miroir. On pourrait croire que pour être unique, il faut se couper de toutes ces influences. En réalité, c'est l'inverse. C'est en absorbant pleinement ce qui nous touche qu'on finit par créer quelque chose d'authentique. Rick Rubin et Austin Kleon le disent chacun à leur manière. La créativité, ce n'est pas la pureté, c'est l'osmose. On ne devient pas original en rejetant ses influences, mais en les hybridant pour en tirer une forme nouvelle. C'est exactement ça, on ne copie pas, on assimile. On prend ce qui nous parle, on le mélange à d'autres influences, à notre vécu, à nos expériences. Et un jour, ça devient quelque chose qui nous appartient vraiment. Trust the process. J'aimerais vous proposer aujourd'hui un petit défi pour clarifier votre propre reflet. Prenez une feuille et notez 3 artistes, créatrices ou penseurs, penseuses, qui vous inspirent profondément. Pour chaque nom, listez 3 choses que vous admirez chez eux et que vous oseriez leur piquer. Ensuite, posez-vous cette question. Est-ce que ce sont des qualités que j'ai déjà en moi mais que je n'ose pas encore assumer ? Enfin, réfléchissez à comment vous pourriez les réinterpréter à votre manière, avec vos outils, votre sensibilité, vos expériences et vos propres obsessions. Cet exercice permet de comprendre que ce qu'on admire chez les autres n'est pas un idéal inatteignable. L'équation de nos modèles est souvent un indice sur ce que nous avons déjà en nous, mais que nous devons encore explorer. Nos modèles sont des miroirs, mais attention à ne pas les mettre en cage. Ce qu'on admire chez eux, ce n'est pas un idéal à atteindre, mais une possibilité à explorer en nous. L'inspiration est un moteur, à condition qu'on sache en faire quelque chose qui nous ressemble. Alors la vraie question, ce n'est pas « comment puis-je être comme eux ?», mais plutôt « qu'est-ce qu'ils révèlent déjà de moi ?» Quand on commence à voir nos modèles comme des tremplins plutôt que des destinations, on arrête de vouloir ressembler et on commence à raisonner. Dans son livre Find Your Artistic Voice, Lisa Congdon dresse un postulat qui entre vraiment en écho avec cet épisode. Notre voix n'est pas une entité fixe. Elle est l'accumulation de tout ce que nous avons collecté. Nos influences, nos échecs, nos succès, ce qu'on aime, ce qu'on rejette. Nos modèles ne sont pas là pour nous donner une voie toute tracée, mais pour nous aider à construire un langage unique à travers ce que nous choisissons de garder et ce que nous décidons de laisser de côté. Aujourd'hui, on a déconstruit cette illusion du modèle parfait. On a vu pourquoi on cherche des figures inspirantes, comment elles façonnent notre regard, mais aussi comment elles peuvent parfois nous enfermer. On a exploré l'idée que nos modèles ne sont pas juste des repères extérieurs, ils sont des miroirs, des reflets de nos propres aspirations.
Ce que nous admirons chez eux ou chez elles, c'est souvent ce que nous portons déjà en nous, sans encore oser l'assumer. Et enfin, on a vu comment s'inspirer sans se perdre, comment absorber, mélanger, réinterpréter, plutôt que de copier. Comment abandonner symboliquement nos maîtres, voler avec audace et transformer ce qui nous touche en quelque chose d'unique. Un modèle n'est pas une destination, c'est un tremplin. Ce que tu admires chez les autres, au fond, c'est peut-être juste une version de toi-même qui essaye d'émerger. Prenez un carnet ou ouvrez votre application préférée et écrivez ces 3 phrases. J'ai longtemps voulu être comme... Insérez ici votre modèle d'origine. Ce que j'admire chez lui ou chez elle, c'est... Indiquez ici 3 éléments précis. Mais aujourd'hui, voici ce que j'en fais à ma manière. Et là, expliquez comment vous réinterprétez plutôt que de reproduire. Parce que l'émancipation créative commence par formuler consciemment ce qu'on laisse derrière nous et ce qu'on emporte dans notre baluchon pour le réinventer. Peut-être que vous avez encore du mal à voir ce qui, dans vos modèles, vous appartient déjà. Peut-être que vous doutez de votre propre voix. Mais souvenez-vous, aucun artiste, aucun créateur, aucun penseur n'a jamais commencé en étant totalement original. Ils ont tous été des éponges avant d'être des éclaireurs. Vous êtes peut-être encore dans cette phase et c'est ok. Alors continuez d'admirer, continuez d'absorber, mais surtout continuez de transformer. Parce que votre voix ne se trouve pas en regardant le néant. Elle se construit en regardant au-delà du miroir le chaos qui résonne en vous. Et ce chaos, il est fertile. C'est lui qui détient les clés de ce que vous avez d'unique à offrir. Lors de notre prochaine exploration, nous étudierons le syndrome du monolithe, le totem intérieur que l'on érige en nous, fait de nos croyances, de nos règles internes, de nos vérités absolues. Cette prison dorée où l'on s'enferme au nom de la pureté créative. Mais comment être créatif si l'on refuse d'absorber, de se transformer, de se réinventer ? D'ici là, ne ratez pas notre prochain épisode en duo avec Jérémy, où nous aurons le bonheur de vous partager notre incroyable discussion avec Amélie Garcin, Oser les rencontres authentiques. Alors restez à l'écoute du boxon au milieu du brouhaha et passez de l'autre côté du miroir. Autrefois, dans l'Antiquité, la Pythie de Delphes prêtait sa voix aux dieux pour révéler des vérités cachées et guider les quêtes des mortels. Aujourd'hui, sur les ondes de Sens Créatif, Gwé, illustratrice et coach d'artistes, reprend le flambeau avec son oracle créatif. Ici, pas de prophétie ni de dogme, mais des intuitions inspirantes, des cartes qui dansent et des épiphanies pour illuminer votre chemin créatif. Prenez ce qui résonne, laissez le reste. Écoutons l'oracle. Bonjour à tous, je suis Gwé, mais mon nom en entier, c'est Gwenaëlle Dudek. Je suis illustratrice, autrice et coach d'artistes. Mais je suis aussi un peu sorcière dans les coulisses. Aujourd'hui, dans l'oracle créatif, je vais vous interpréter la carte du hiérophante. C'est quoi ce nom chelou, hiérophante ? Dans le Rider-Waite-Smith, qui est la version anglo-saxonne du tarot de Marseille, la carte du hiérophant est un terme grec désignant un prêtre ou un guide spirituel qui nous guide vers la quête de savoir et de vérité supérieure. Cette carte symbolise la recherche de mentors ou de figures d'autorité qui peuvent nous guider et nous inspirer sur le chemin de notre croissance personnelle. Tiens, ça tombe bien parce que c'est la thématique du jour. Dans l'émission précédente, on a mis en lumière le point de départ de l'appel de l'aventure. On va considérer qu'aujourd'hui, on se met en route vers le ou les projets qui nous appellent très fort de l'intérieur. Je parle de votre livre, de votre BD, de votre film, de votre marque de t-shirt féministe en coton bio, de votre yourte en Normandie et pourquoi pas de votre food truck vegan. Bref, vous avez compris, vous seul savez ce qui vous anime. Pour l'instant, à ce stade, la feuille de route reste encore très floue. On ne sait pas encore vraiment comment parvenir à notre but final. Et donc, c'est le moment incontournable d'aller chercher nos mentors. Et oui,
parce qu'on ne fait pas tout seul, et parce que souvent, on sait pas tout, notamment lorsqu'on avance vers l'inconnu. Et c'est pour ça que la carte du hiérophante est sortie aujourd'hui. À ce stade, il est temps d'aller chercher nos réponses auprès des autres. Et je parle pas de demander conseil à des proches, mais d'aller plutôt chercher chez ceux que nous admirons, ce qui fait écho à notre projet. Posez-vous un instant. Qui admirez-vous dans votre entourage ou sur les réseaux et surtout, pourquoi vous les admirez ? Eh bien, je vais vous dire. Parce qu'ils reflètent tout ce que vous avez envie d'être et de faire advenir. Ces mentors, ces hiérophantes, ces rôles modèles, ces stars personnelles, nommez-les comme vous voulez, sont ceux ou celles qui ont atteint le stade que vous cherchez à rejoindre. Ils reflètent votre futur soi, votre futur vous, votre futur moi, bref, j'arrive pas à faire la phrase, vous avez compris. Pour vous donner un exemple concret, je peux vous parler d'une de mes mentors du passé. Elle s'appelle Isabelle Kéé. Quand j'étais étudiante en art appliqué, je cherchais à me faire la main sur des vrais projets à l'extérieur de l'école. J'avais décidé de proposer mes services de graphiste gratuitement à des assos parce que je souhaitais profondément œuvrer pour un monde meilleur. Bon, ça d'ailleurs, c'est encore d'actualité. Après une longue recherche, je suis tombée sur l'association Universal Love. J'ai toujours eu un côté très flower power, hippie des temps modernes, le trip citoyen du monde, tout ça a toujours été mon délire. Donc forcément, Universal Love, ça m'appelait, c'était pour moi. Et je me suis pas trompée. Quand Isabelle m'a ouvert la porte de son appartement parisien, décoré avec ses affiches 70s et ses objets kitsch qu'elle avait ramenés de ses voyages ou des puces de Saint-Ouen, je suis tombée sous le charme. Cette grande femme blonde aux yeux bleus, fine comme une brindille, était habillée à la façon des années 60 avec une allure folle. Elle m'a séduit direct et surtout, elle n'a pas hésité à me confier la tâche que je lui proposais. Isabelle dirigeait cet asso, Universal Love, qui organisait des marchés de créateurs et des fêtes pour promouvoir les jeunes artistes émergents. Pour info, c'était une pionnière à l'époque. Au moment où je vous raconte cette histoire, on est encore dans les années 90, du XXe siècle. C'était donc la première à avoir importé de Londres et d'Ibiza le concept des free markets à Paris. Elle m'a fait entrer ce jour-là sans savoir qu'à ce moment se mettait en place une amitié et une collaboration professionnelle qui durera 15 ans. En quoi Isabelle a été ma mentor ? En fait, elle représentait tout ce que je rêvais d'être. Une femme libre, engagée, heureuse, amoureuse et indépendante, qui crée de toutes pièces la vie qu'elle souhaite, dans beaucoup de fantaisie, de rock'n'roll et d'amour. Ça fait rêver, hein ? Moi ouais en tout cas. Elle le fait depuis 30 ans. J'ai adoré son univers dans lequel on gravitait une foule d'artistes engagés, mais aussi un énorme réseau d'amis fidèles, tout ça sur fond de DJ déjantés et de drag queen délurés. Tout ce beau monde a été à chaque fois réuni dans des lieux extraordinaires qu'elle dénichait. Mais le plus admirable, c'est qu'elle a toujours cherché à améliorer le monde dans ce qu'elle a proposé. Tous ces événements ont été élaborés dans le but de révéler des talents cachés et d'agir en faveur d'un monde meilleur. C'est aussi elle qui a créé le premier salon de la mode éthique en France. Isabelle adore la mode, mais elle milite activement contre la fast fashion depuis des années, bien avant que cela ne devienne un sujet médiatique. Et j'ai eu la chance d'évoluer à ses côtés pour monter ses projets et en promouvoir la communication. Tout l'univers d'Isabelle a parlé à mon cœur de hippie bisounours rock'n'roll. Je me suis inspirée de sa vie jusqu'à ce qu'elle devienne la mienne, mais à ma façon. Des rencontres qui ont changé ma vie, j'en ai eu bien d'autres. Mais j'ai toujours été guidée par mon cœur, ou plutôt mon inconscient, qui me montrait la voie à travers les gens que j'admirais. Selon Carl Jung, le fait d'être attiré par une personne n'est pas le fruit du hasard, mais un appel à l'éveil de notre inconscient. Imaginez notre esprit comme un iceberg. La partie émergée représente ce dont nous sommes conscients, comme nos pensées, nos sentiments et nos souvenirs, mais la masse invisible, beaucoup plus grosse sous la surface, représente notre inconscient. C'est là que se passe la majeure partie de nos émotions non résolues, de nos peurs cachées et aussi de nos désirs réprimés. Donc, quand quelqu'un apparaît de manière récurrente dans notre esprit, c'est parce qu'il déclenche quelque chose de profondément enfoui en nous qui se trouve dans la partie cachée de l'iceberg. Par exemple, vous pourriez admirer la confiance de quelqu'un alors que vous luttez avec le doute de vous-même. Vous pouvez aussi être attiré par la folle créativité de quelqu'un d'autre parce que vous avez négligé la vôtre. Jung croit que nos relations avec les autres sont souvent des miroirs de nous-mêmes. Quand quelqu'un occupe nos pensées, c'est une part de notre inconscient qui réclame notre attention pour être vue et donc porter
à notre conscience. Donc, quand vous êtes fasciné par une personne, prenez un temps pour vous demander quelle partie de vous elle reflète et comment vous pouvez en profiter pour la faire émerger. Et voilà, je pourrais arrêter l'émission ici, parce que vous avez tout ce qu'il vous faut pour trouver votre hiérophante afin qu'il vous révèle votre futur soi, votre futur vous, votre futur moi. J'arrive toujours pas à savoir comment on dit ce truc. Mais vous avez compris. Sauf qu'il y a un truc important que j'aimerais quand même vous dire. Il y a une différence entre admirer ces modèles et en rester là, en se racontant qu'on sera jamais comme eux, ou alors, nous pouvons décider de rentrer en contact avec eux afin de devenir comme eux. Je parle pas de copier, Je parle de ressentir la même énergie que procure le fait de vivre comme eux. Alors là, j'en vois déjà qui montent au créneau et qui pensent « Non mais n'importe quoi, elle rêve, c'est pas possible. Je peux pas appeler genre Taylor Swift, en plus j'ai même pas son 07, n'importe quoi. » Effectivement, gardons les pieds sur terre. Mais des mentors dans un entourage plus accessible, comme Isabelle, vous en avez. Surtout qu'avec les réseaux sociaux, c'est bien plus simple d'amorcer des contacts. Donc en gros, ce que je vous propose, c'est d'avoir l'audace de les contacter. Et l'approche est très simple. En gros, on inspire et on va leur demander « Hey, j'adore ce que tu fais, comment tu fais ?» C'est comme ça que je suis allée chercher mes mentors, pour apprendre à devenir ce qu'ils me proposaient d'être inconsciemment. Allez, je vous donne quelques exemples avant de terminer. Je ne sais pas si vous connaissez Maison Georges Éditions, l'éditeur de Georges Magazine. Mais alors moi, je suis littéralement fan depuis la première heure. La ligne éditoriale et la direction artistique de cette maison d'édition sont exactement ce que j'adore. Je suis tout naturellement allée leur proposer mes services d'illustratrice qui ont été acceptés. Mais là où ça devient intéressant, c'est lorsque j'ai eu vent de leur projet de développer un second magazine pour une tranche d'âge petite enfance. Bingo! Encore plus dans mes cordes. Voyant que cette idée ne prenait pas forme de leur côté par manque de temps, je me suis permise de mettre un pied dans la porte pour leur proposer un concept graphique. À prendre ou à laisser, qui ne risque rien à rien. Et c'est comme ça que Graou est né. Il a pris forme grâce à un peu d'audace, une pointe de confiance mutuelle, un petit brief autour d'un café et plusieurs jours à dessiner. Je peux aussi vous raconter comment j'ai découvert Audrey Hakoun, un rôle modèle plus récent. La première fois que je l'ai vue, c'était à la télé et j'ai eu une révélation. À ce moment-là, j'étais en train de devenir coach et je l'ai vue apparaître sur mon écran, rayonnante, femme accomplie, avec une mission d'accompagnement en coaching très personnelle et très fun. Ça m'a parlé. J'ai osé la contacter et ça a littéralement changé ma vie. Depuis, j'ai été formée par elle, j'ai travaillé avec elle, je suis devenue la coach que je suis grâce à elle et c'est aussi devenu mon amie. Et dernier exemple avant de terminer, c'est moi qui ai contacté Laurent et Jérémy de Sens Créatif pour qu'ils m'interviewent. Je me sentais tellement en adéquation avec leurs propos, leurs valeurs et leur énergie que je me suis imposée à eux. Et franchement, j'aurais jamais cru que cela me mènerait ici, dans leur émission, à vous parler à mon tour derrière un micro. Voilà, c'est tout ce que nous propose la carte du hiérophante. Et si ça peut vous rassurer, sachez que ce que vous cherchez aussi. Bah oui, nous sommes en miroir les uns des autres. Vous aussi, vous permettez aux autres de les révéler. C'est gagnant-gagnant. Alors go, allez chercher vos mentors, demandez leurs conseils et sur un malentendu, ça pourrait bien se passer. Et sinon, je suis aussi là pour mettre à votre service ma sagesse, mon expérience et mon enthousiasme pour vous accompagner à réaliser tout ça. D'ailleurs, les préinscriptions pour la session d'avril de mon programme Vivre de mon art sont ouvertes. Ce programme est totalement pris en charge par l'AFDAS, mais attention, les places sont très limitées. Je suis Goué, je suis illustratrice, autrice, coach d'artistes et un peu sorcière. Vous pouvez retrouver l'univers de Goué ainsi que sa formation pour artistes sur www.mynameisgoué.com ainsi que sur Instagram @goué.illustration. Merci d'avoir écouté Sens Créatif.
Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un max d'étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. N'oubliez pas de nous soutenir sur Patreon, www.patreon.com/senscreatifpodcast, de vous abonner à notre newsletter sur senscreatif.fr et de nous suivre sur Instagram @senscreatif_podcast. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. L'habillage sonore de ce podcast est signé Octopods avec la participation de Crocuit au générique. Pour profiter de nos accompagnements en créativité et vous inscrire à notre super bootcamp La Quête, rendez-vous sur le site www.senscreatif.fr. Retrouvez également toutes nos infos sur notre serveur Discord. Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message. Sur ce, on vous donne rendez-vous au prochain épisode.